En 2011, septembre 2011, 4 personnes ont préparé un voyage que nous voulions faire en 2012. En mai 2012, nous voulions aller en Espagne et au Portugal, organiser un voyage. Et nous sommes partis à 4 pour le préparer, ce voyage. Et là, je vais vous montrer quelques images de ce voyage et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage qui est totalement connecté au quatrième secret de Fatima. Voilà, donc ça c'est pour, vous voyez, on est passé du passé, on y est maintenant un peu dans le présent, et on retournera bien sûr de temps en temps dans le passé pour faire des remarques à ce niveau-là. Alors on y va. Donc ici, il faut savoir que pendant que ce voyage, cette préparation de voyage se faisait, donc en septembre 2011, eh bien, j'étais connecté, j'avais déjà eu des contacts avec certaines civilisations aliénigènes, exogènes, comme on dit, bienveillantes. Depuis des années, j'en ai parlé dans des vibra-conférences déjà, hein, et j'ai montré tout cela. La dernière vibra-conférence, on vous a montré beaucoup de photos. Mes premiers contacts ont commencé en 1994. Quand je parle de contact, c'est du visu, hein, c'est des effets. Et aussi, on s'est écoulés pendant des années. Je n'ai pas recensé le nombre de contacts que j'ai eus, qui sont différents les uns des autres, mais j'en suis à peut-être une vingtaine. Tous différents, tous avec des messages différents et tous aussi avec une phénoménologie différente. Mais depuis les années 2000, je travaille sur un dossier brûlant qui me tient à cœur, qui est la possibilité de se mettre en résonance avec ce que j'appelle le cœur du soi, ce dont je parle dans l'Académie Jedi ou dans le pacte global Unité d'Univers. Je parle beaucoup de la relation que nous pouvons admettre avec notre soi intérieur, avec notre cœur du soi, cette partie divine qui est en nous et qui nous permet de recevoir des informations si on va dans ce sens. Eh bien, nous avons pratiqué, parce que je travaille avec une équipe de chercheurs, je rappelle que je suis un enseignant à la base, un enseignant officiel, puis j'ai travaillé dans les collèges et les lycées pendant une dizaine d'années, et je travaille avec une équipe de chercheurs qui sont des gens comme vous, qui s'intéressent à tout cela, ça fait une vingtaine d'années. Et donc, et c'est justement les personnes qui m'accompagnaient faisaient partie de ces chercheurs, de cette équipe. Mais donc, j'ai mes propres aussi recherches et mes propres ressentis. Et quand le voyage a commencé à un endroit qui se trouvait ici, là, vous voyez, quand on commençait le voyage, au niveau de, on peut dire, voilà, de ce lieu-là, eh bien, de l'Espagne, quoi. Eh bien, j'ai reçu une vision de mon être intérieur qui m'a demandé de prendre une carte. On était en route, d'acheter une carte de l'Espagne et de prendre avec un stylo, un stabilo que j'avais avec moi. Il m'a montré un schéma et j'ai commencé à dessiner. J'étais très étonné à l'époque, hein, c'était en 2011. J'ai commencé à dessiner en suivant les routes avec le stabilo, vous voyez, ça c'est une partie verte, un stabilo vert, une partie rose ici. Là. Il m'a fait dessiner. Il m'a dit, tu vois, ici, il y a un vortex gigantesque. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez, si je suis ici, là, cette petite forme, la verte, hein, vous voyez, cette espèce de tracé vert, qui sont les routes en réalité, eh bien, ça ressemble à un vortex. Vous voyez. Ça, c'est un vortex, c'est un tourbillon dans un fluide. Eh bien, ici, il m'a dit, tu vois, ça, mais il y a un vortex. Je te fais apparaître un vortex parce que vous allez bientôt rentrer dans des lieux où il y a des vortex, où il y a des portes dimensionnelles. Alors, il m'a dit, je te le fais dessiner. Alors, c'est pas forcément qu'il est que là, mais c'est un pour t'avertir. Et en même temps, ce vortex, il était conjoint à un autre schéma que j'ai dessiné. Vous voyez, je l'ai fait ici. Là. Eh bien, si vous regardez correctement, on va voir tout à l'heure, eh bien, c'est un animal. On m'a fait dessiner un animal. Alors, c'est peut-être pas facile à voir, mais moi, je le vois bien. Ici, il y a le museau. Ici, il y a le front. Ici, il y a peut-être de nageoires caudales. Un début, ici, une queue, comme ça, vous voyez, à la fin. Et en réalité, c'est un dauphin, avec un œil ici, sur une des villes qui est là. Et donc, on m'a fait dessiner un dauphin. Je dis, mais pourquoi tu me fais dessiner un dauphin? Il m'a dit, tu comprendras un peu plus tard, tu vas voir, je vais te faire découvrir des choses. Alors, donc, ça, c'était important. Donc, c'était au début, j'étais très étonné. J'ai fait cette carte, j'ai dessiné, j'ai suivi simplement les routes. Et ça commençait bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait bien faire dans ce voyage. Tout au long du voyage, c'est pareil. Il m'a fait, à un moment donné, dessiner autre chose. Il m'a dit, tu vois, si tu dessines le long de la côte, ici, ben, tu vois comme un visage de profil avec un nez, tu vois, avec un œil qui est ici. Alors, bien sûr, ce sont des villes qui sont là, ce sont des routes. Il m'a dit, c'est le profil d'un personnage que tu découvriras plus tard. Tu verras plus tard, je te donne des informations dessus. Ton personnage, il est de profil un petit peu comme les Égyptiens dessinés à ce niveau. On le voit bien ici. Hein, on voit bien son œil ici, qui est une ville qui est ici, avec son nez,
Et puis ici sa gorge, bien sûr, et ici son cou. Voilà. Donc, et on voit ici les trois d'autres petits schémas qu'on m'a fait dessiner. On retrouve le vortex qu'on a vu tout à l'heure qui est ici. L'animal qui est un dauphin pour moi à ce niveau-là, avec son museau. Mais on voit qu'il y a deux autres animaux qui viennent se coller ici. Vous voyez, comme museau à museau, on peut dire. Là, le deuxième, il a c'est son œil, c'est son museau est ici. Et un troisième qui est ici. Vous voyez qu'il est là, hop, avec sa queue, pareil. Et on m'a dit c'est trois dauphins. Et les trois dauphins sont collés par le museau. Ça veut dire qu'ils se collent leur museau et montrent une ville. Et dans cette ville, c'est Madrid, la capitale de l'Espagne. Il faut savoir que j'étais jamais allé en Espagne avant. Hein. Donc on me dit, oui, les trois dauphins, ces trois dauphins désignent Madrid. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à Madrid? Il m'a dit, tu le découvriras quand tu arriveras, on te donne des informations. Ça a trait avec les dauphins, ça a trait avec une civilisation qui est reliée aux dauphins. Ah, j'ai dit, bon, d'accord, c'était très étrange en 2011, tout ça, mais je l'avais noté et pour moi, c'était effectif puisque ça apparaissait sur la carte et c'était en suivant les routes, simplement. Voici, je vous montre une image de deux dauphins collés par le museau. Ben, c'est à peu près ce qui se passe ici à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, là, voilà, donc Madrid, hein, et ici on le voit, bon, l'autre on ne le voit plus parce qu'il a été coupé, mais on voit les deux autres dauphins par le museau qui sont collés ici à ce niveau-là. Donc, c'était des informations que j'avais reçues, je les acceptais. Ben voilà, vous voyez, on voit mieux ici, je vous ai mis une image pour comparer. Vous voyez ici, on le voit ici, c'est là. Hein, le museau, il est là, voilà. La petite nageoire caudale est là, oui, on la voit même ici, vous voyez, une petite bosse. Et regardez la queue, c'est la même. Hein. Oui, voilà. Alors, ici, alors c'est comme ça, c'est une remarque, c'est une vision qui m'a montré et que j'ai pu retranscrire sur nos cartes. C'est comme ça. Il ne faut pas trop aller non plus chercher midi à 14h. C'était l'idée. Trois dauphins qui désignaient Madrid avec aussi un visage en profil, on l'a vu tout à l'heure. Et quand je suis arrivé à Madrid, qui était l'endroit où je rappelle les trois dauphins mettent leur nez, mais j'ai trouvé deux fontaines, une qui était reliée à Amphitrite et l'autre qui était reliée à Neptune. Amphitrite et Neptune sont mari et femme, ils étaient tous les deux les rois et la reine de la mer. Bien sûr, on voit bien ici, puisque c'est des fontaines avec leurs chars dans de l'eau. Donc c'était Amphitrite et Neptune qui sont reliés à la mer. Et là, d'un coup, il y avait un lien avec les dauphins qui sont bien sûr des animaux, des mammifères marins qui vivent dans les océans. Et on m'a dit, tu chercheras, il y a une relation entre Madrid et ces fontaines et ce que tu as fait dessiner au niveau là. Donc, je pense que c'était pour voir si on est, pour tester ma connexion, mon alignement, ma télépathie. J'étais capable de recevoir des informations, de les dessiner sur notre carte et ensuite de trouver sur le lieu des indices. C'est un peu comme si on établissait un contact, voir si on faisait un test de contact, pour voir si j'étais capable de voir, de comprendre et de suivre des instructions. Maintenant, est-ce que tout ceci a un sens profond? Oui, sûrement. Mais il n'est pas aujourd'hui le propos d'en parler. On ne va pas chercher pourquoi c'est des dauphins. Seulement, prenons ça comme un test, comme voir si on répond à un envoi d'influx, si on est capable de le recevoir et si on est capable de réfléchir et de trouver d'autres indices. Hein. Méthode pédagogique, si vous voulez, d'entraînement à la télépathie holographique. À ce niveau-là. Voici Madrid qui était bien au rassemblement des trois museaux, des trois dauphins. Donc, l'information qu'on m'avait donnée était bonne, j'avais bien saisi l'information et j'avais bien trouvé le résultat. Donc, c'était ça qui était important à ce niveau-là. Voici le fameux Neptune avec, bien sûr, on peut, là il y a des chevaux, mais on sait qu'il y avait des dauphins aussi qui étaient reliés à ce roi des eaux, Neptune. Une autre façon aussi de voir sur la route, il y avait d'autres types de cartes que nous avons utilisées. Un jour, je regarde cette carte qui rassemblait les principaux sanctuaires qu'on appelle les lieux sacrés, hein, les sanctuaires sacrés en Espagne et au Portugal. Et donc, je regardais ça et d'un coup, j'ai eu mon être intérieur, mon cœur du soi, m'a noyé une nouvelle vision, m'a dit, écoute, regarde cette carte, il y a quelque chose qui est encodé dans la carte. Ça représente quelque chose. Alors, j'ai dit, bon, oui, c'est une carte. Et à regarder, à un moment donné, j'ai eu comme une forme de vision et j'ai vu un être se manifester dans la carte et il était encodé dans la carte. Vous voyez, voici l'être. Je l'ai dessiné tel que je l'ai vu par rapport. Et en réalité, il y avait deux êtres. Il y avait un être ici avec son œil, de profil, un petit peu comme tout à l'heure, à cela. Et, pardon, excusez-moi. Voilà. Et un deuxième ici de profil, vous voyez, avec son œil aussi. Et on me dit, tu vois, eh bien, ici, il y a comme une nageoire caudale et c'est encore une queue. Une queue, ouais, c'est comme un poisson à deux têtes. On m'a dit, c'est comme un poisson à deux têtes. Et
le poisson à deux têtes, bien sûr, il peut faire référence ici à une représentation du dieu Janus. Janus qui est appelé le dieu des portes, parce qu'il est le gardien des portes solsticiales, ce qu'on appelle le solstice d'hiver et le solstice d'été. Eh bien, il est gardé par un dieu dans l'Antiquité qui s'appelle le dieu Janus, qui est le dieu à deux têtes, qui regarde dans deux directions. Ici, on voit bien la curiosité de ça, mais ici, il a une queue en forme de poisson, on peut dire, quelque part. Et ça m'a amené dans des mythes anciens, dans des rencontres anciennes où des peuples comme les Dogons, par exemple, ou comme les Sumériens, avaient rencontré des êtres avec des queues de poisson, hein, qu'on appelait Oannes, qui est un être sorti des eaux, un être sorti des océans pour civiliser certaines civilisations primitives. Le mythe dit qu'il était sorti des eaux, cet Oannes, et qu'il avait amené des informations sur la culture, sur la médecine, pour améliorer la civilisation à cette époque. On voit ici une autre représentation de ce dieu Oannes, on appelle le dieu poisson aussi, sortant des océans et étant accueilli par ces peuples du bord de la Méditerranée, où il donnait cet enseignement. Ensuite, il est reparti dans les océans. Donc, vous voyez ici, on avait Neptune, Amphitrite. Maintenant, on a Oannes, le dieu jailli de l'océan, le dieu poisson, le dieu mammifère marin, parce que c'est pas un poisson, hein, puisqu'il respire avec des poumons aussi, puisqu'il peut respirer de l'air directement, donc il a des poumons. Donc ici, on voit qu'il y a alors cette représentation, mêler les deux à la fois, le dieu Janus, la porte, c'est aussi ça, la porte, on appelle ça l'axe Capricorne, Gémeaux Capricorne, je crois. C'est Gémeaux Capricorne, il me semble, ou Cancer, non, pardon, l'axe Cancer Capricorne, et donc, qui ouvre les deux portes, celle du solstice d'été, celle du solstice d'hiver. Ce qu'on appelle le ciel et la terre, la porte de la communication entre les deux. Et je crois que c'est ce qu'on voulait me dire. On va dire, tu vas vivre des expériences de communication. Et c'était encore un test pour voir si tu es capable de voir des choses qui ne sont pas directement visibles. Une carte, si je reprends la carte à l'origine, vous voyez, si je prends la carte à l'origine, ici, voilà, eh bien, c'est pas facile de voir ce que je vous ai montré. Et ça montre bien que c'est pas ma vision intellectuelle qui l'a fait, c'est une vision intérieure, une forme de télépathie envoyée par le cœur du soi, par les dimensions intérieures de l'être, ou ça peut être aussi des visions qui peuvent être envoyées par des civilisations alienígènes, des civilisations plus avancées qui sont capables d'envoyer des flux télépathiques. Voilà. Eh bien, quand on reçoit ce flux télépathique, cette simple carte-là qui est assez un peu voilà, bizarre, quoi, eh bien, peut se transformer en vision symbolique qui amène des informations. Alors, bien sûr, ici, c'est la mer qui est le point commun entre les dauphins tout à l'heure, Neptune, Amphitrite, Oannes, c'est l'eau. L'eau, milieu très important, et ça va continuer, bien sûr, des années plus tard. Mais c'était, ouais. Donc, je vous montre ici une façon aussi, pareil, d'un programme pédagogique de tester votre perception intérieure et aussi vos capacités de déduction, de compréhension, allant au-delà, bien sûr, du domaine purement rationnel, ordinaire. Bien sûr, dans une pensée ordinaire, ça peut être simplement du fantasme. On dit, oui, mais ça, c'est un fantasme. Mais dans le contexte où c'était, pas du tout. Pas du tout. S'il faut le mettre dans le contexte du voyage, dans le contexte des expériences, dans le contexte des contacts, bien sûr, retiré de ce contexte, il n'y a aucun effet probant. Mais dans le contexte, ça prend tout son sens. Alors, le contexte est extrêmement important quand on fait ce genre de recherche. Rappelez-vous que la physique quantique nous dit que l'observateur change la nature de l'expérience. Hein. Donc, c'est vraiment important. Donc, la qualité d'observation, la qualité de réflexion est très importante dans ce milieu-là. Donc, continuons notre voyage à ce niveau-là. Et ici, c'est pareil, vous voyez, si je prends la 4 au niveau du Portugal, eh bien, le fameux visage tout à l'heure, on va le retrouver ici sur la carte. La carte est agrandie, bien sûr, on voit, et c'est près de Lisbonne, voilà. Donc, vous voyez, ici, on a le visage qui apparaît, qui a été reproduit ici. Alors, la carte, là, est une échelle plus petite, et ici, plus grande. Donc voilà, ici, eh bien là, on me disait, tu vois, on me dit, on va tester ta vision encore plus finement. Tu vois ce personnage que tu as fait dessiner, eh bien, si on prend la carte, on agrandit l'échelle, eh bien, il y a encodé une nouvelle information. Ah, je dis, ah bon, c'est quoi la nouvelle information? Elle dit, regardez bien ce qui va se passer dans ce rond là que j'ai tracé, cet ovale, c'est à Lisbonne, regardez bien ce passage, paf,
et si j'amène ces traits, je vois apparaître la tête d'un guépard, dont on peut dire le port de Lisbonne et devient la bouche. Alors, c'est vraiment important de le comprendre. Vous voyez, alors c'est pareil, oui, mais c'est une vision. Oui, mais là, on continuait de tester mes aptitudes oui, régulièrement les tester sur ce voyage parce que tout cela préparait, bien sûr, quoi? Une expérience très avancée qui allait se faire, justement, je ne vais pas vous dévoiler, dans le sanctuaire de Fatima. Donc, vous voyez, il y a une forme de préparation qui se fait, une préparation pédagogique, un entraînement. Alors, pourquoi un guépard, justement? Eh bien, le guépard, il peut avoir euh, guépard, jacquard, jaguar, guépard, c'est pareil. Eh bien, on m'a amené à une information qui s'appelle le Codex de Dresde ou Codex Dresdensis, qui est un manuscrit maya de la région de Chichen Itza du 12e, 15e siècle. Il est composé de 39 feuillets de papier végétal amaté, plié en accordéon. Vous voyez, ça c'est une information vraiment, on peut dire, historique. Chaque feuillet a pour dimension, voilà, il est peint des deux côtés, sauf 4 feuilles qui sont demeurées vierges. Il est actuellement à la, c'est assez compliqué, voilà le nom, je vous laisse le lire, de Dresde. C'est pour ça qu'on appelle ça le codex de Dresde. Le codex Maya, les codex Maya étaient recouverts d'une peau de jaguar. Voilà, animal sacré et symbole du pouvoir divin. Alors, ce jaguar, eh bien, il est représenté ici. Vous voyez? Alors, j'ai dit léopard, mais ça peut être un jaguar. Pour moi, c'est un jaguar. Donc, c'était intéressant. On me disait, attention, il va y avoir une révélation qui a trait à quelque chose de différent. Et il va falloir que tu réfléchisses de façon différente. Alors, voilà, ça, c'est important. Le jaguar est doté d'un sens très aiguisé. Donc, on me disait, il faut que tu aiguises tes sens de perception interne, télépathie, intuition. Il est capable de se camoufler dans la jungle. Donc là, il s'était camouflé dans la carte carrément et de se rendre invisible. Donc, vous voyez ici, voilà, là, il est invisible. Si j'enlève les traits, on ne le voit pas. Vous voyez, pour le faire apparaître, vous voyez, là, on ne le voit pas. Hop, il devient apparaître. Vous voyez, il est invisible. Hop, il apparaît. Donc, c'est vraiment intéressant, hein, le jeu. Il vit dans les tanières souterraines et chasse au coucher du soleil. Chez les Mayas, il est l'intermédiaire entre le monde visible des hommes et le monde invisible des esprits. Nous y arrivons dans les manifestations de communication avec des êtres d'outre-espace ou des intelligences non humaines. Le médiateur, il y a le médiateur entre le jour et la nuit. Sa puissance et sa beauté en font un symbole de pouvoir, de noblesse et de royauté. Donc, vous voyez, c'était fort important tout cela. Donc, la vision du jaguar, vous voyez que les visions ne sont pas au hasard, elles sont codées. Alors, bien sûr, ça nous a envoyé au Maya, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Il y a le Maya qui vient se mettre là. Et on retrouve à Chichen Itza, justement, cette idée de ce jaguar qui est là, sur les temples que j'ai moi-même visités. Nous sommes allés là-bas visiter ces temples et nous avons pu faire cette remarque dans les pyramides, dans les temples sacrés. Vous voyez, voilà, donc ici, je vous faire aller, c'est quand même assez hallucinant la ressemblance que ça peut avoir avec le temple de Chichen Itza. C'est quand même étonnant. Vous voyez, on le voit le museau, regardez, on voit le museau, on voit l'œil, on voit la bouche, on voit la bouche. C'est quand même, regardez, même en haut, regardez, voyez, ici, il y a tac, regardez, tac. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Alors, bien sûr, c'est dur à croire. Mais ce n'est pas fait pour l'intellect, c'est fait pour l'être ou la vision profonde intérieure, les contacts que nous allons avoir avec d'autres dimensions, avec des événements qui sont en train d'arriver, nous interpellent à l'intérieur de nous, pas l'intelligence rationnelle, elle est totalement dépassée, elle va rejeter tout cela, et c'est normal, elle n'a pas été entraînée pour cela. Il va falloir que nous fassions appel à une intelligence non linéaire, ou je dirais presque quantique, dans le sens différent, qui utilisent un fonctionnement cérébral différent. Un petit peu comme les ordinateurs quantiques actuels vont bientôt remplacer les ordinateurs analogiques que nous avons, parce qu'ils sont dépassés. Nous avons besoin d'aborder une révolution dans l'informatique qui s'appelle les ordinateurs quantiques et qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon que les ordinateurs analogiques actuels. Donc, c'est un petit peu en disant, si tu n'as pas, on me disait, si vous voulez, si tu n'as pas cette forme de pensée non rationnelle, de pensée intuitive, de pensée profonde, mais tu ne pourras pas saisir ce qui va se passer ou tu ne pourras pas vivre les événements que nous allons te présenter. C'était ça ce qu'il voulait nous dire. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, nous sommes allés dans notre voyage de préparation voyage, je rappelle en septembre 2011, bien à Fatima. Fatima qui est pas très loin de Tomar aussi, qui est très important, Tomar. Vous verrez, le dossier est assez vaste. Tomar qui est un des, appelé le couvent du Christ, qui est un endroit templier d'une extrême
important, c'est magnifique. Tomar, c'est un des lieux les plus magnifiques reliés aux Templiers. Alors, Fatima, alors j'allais à Fatima et il faut savoir que je n'y allais pas à l'époque, en 2011, je n'avais pas du tout. J'allais visiter Fatima simplement historiquement. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt profond. Voilà, je veux dire, j'étais pas dans une démarche religieuse. J'y allais parce que c'était historique, si vous voulez. Voilà, il y a eu une apparition, c'était intéressant, le sanctuaire à visiter, mais j'y allais pas avec vraiment, voilà, pas une envie profonde. Hein. Voilà, simplement une visite à Fatima à l'époque. Voici un lit des schémas énergétiques qui ont été mis dans un livre écrit par Georges Prats. Georges Prats est justement un chercheur en radionique, en géobiologie, qui est décédé et qui a écrit de nombreux livres comme l'architecture cosmique, qui sont magnifiques. Et là, il nous présente un quadrillage de l'Europe, une partie de l'Europe et de l'Afrique, à travers les réseaux sacrés, les réseaux ce qu'on appelle les réseaux d'or, les réseaux de palladium, les réseaux d'argent, qui sont pas des réseaux métal durs, hein, mais ce sont des réseaux d'énergie, on les appelle comme ça, parce qu'ils ont la vibration du métal, mais il n'y a pas de métal, si vous voulez. C'est sûrement vibratoire. Donc la Terre est parcourue, la planète Terre est parcourue d'une somme de réseaux qu'on appelle réseau d'or, réseau d'argent, réseau de palladium, réseau de cuivre, et ils quadrillent la planète. Et quand ces réseaux passent par des lieux, ils apportent une vibration, une énergie très puissante à ce lieu. Et vous voyez que les mailles du réseau sont quand même assez grandes. Hein. Ils sont pas ce type de réseau-là, qui sont des réseaux mondiaux, ont des grandes mailles. Hein. La maille le fait presque à la France. Regardez là. Vous voyez, cette maille-là, elle est très importante. Donc, vous voyez, il n'y a pas des nœuds de partout. Alors, bien sûr, quand deux réseaux se croisent, quand deux lignes se croisent, eh bien, ça fait un nœud. Alors, l'énergie est encore plus puissante. Alors, ça, c'est vraiment important pour ceux qui connaissent un petit peu cette démarche scientifique, qui est la radionique, la géobiologie. C'est très important. Donc, retenons simplement que la France est quadrillée, le monde est quadrillé par un réseau métallique qu'on appelle de vibrations, et il y a différents types de vibrations. Je vous dis d'or, cuivre, mais alors bien sûr en fonction du métal, la vibration est différente, bien sûr, et l'intensité est différente. Alors vous voyez, ça montre la France, ça montre un petit peu l'Europe, et ça montre aussi une partie de l'Afrique. Alors ce réseau s'étend bien sûr sur le monde entier. Eh bien, regardons un petit peu ce réseau. Ici, nous avons par exemple une ligne de palladium qui vient travailler un réseau simple d'or. Vous voyez, ça c'est le réseau simple d'or. Eh bien, le réseau simple d'or, il passe par 3 lieux. Tomar, où les Templiers s'étaient établis, où c'est magnifique. Fatima, curieusement, il passe à Fatima. Et il passe à Baltala, qui est aussi un lieu très particulier et très puissant, un sanctuaire très puissant. Et ça, c'est pour l'horizontal. Donc, simple réseau d'or. Perpendiculairement, ici, on a un réseau de palladium qui vient couper le réseau d'or à Batala. Ici, un réseau de sélénium simple pour Fatima et de l'or simple à Tomar. Donc, Tomar, il y a 2 réseaux d'or. Plus un 3e réseau qui s'appelle de l'argent, qui c'est argent simple. Vous voyez, Tomar, alors les endroits où les Templiers, et ça c'est récurrent, je vous donne un exemple, mais ce n'est pas unique, c'est récurrent. Quand les Templiers mettaient un sanctuaire fondamental important, ils le mettaient sur les réseaux, sur les points, les nœuds de réseau où l'énergie était très puissante. C'est un peu comme un point menhir, si vous voulez, un point, on appelle ça un point étoile, c'est un nœud, c'est très puissant. Donc, vous voyez, et ça permettait au sanctuaire de vibrer. Eh bien, regardez Fatima. Fatima, lui, est le point de rencontre, toujours du réseau simple d'or, d'un réseau double de platine. Double. Et un rayon de sélénium simple. Là aussi, c'est un peu comme Tomar. Ce n'est pas les mêmes comme réseau, mais c'est très puissant. Dans le sanctuaire de Fatima, et ces réseaux étaient bien sûr avant l'apparition, avant le sanctuaire. Ça veut dire qu'en réalité, le lieu Fatima était déjà impacté par un nœud de réseau métallique très puissant, avec 3 métaux différents. Et Batala aussi, c'est pareil, avec d'autres réseaux. Donc, vous voyez ici, vous voyez, il y a d'autres villes aussi. Donc, on voit que si on trouve des lieux où il y a les nœuds de réseau, ben ces lieux, c'est là où il y a des sanctuaires et où il y a des possibilités d'ouverture sur d'autres plans de conscience, certains diraient sur d'autres dimensions, ou certains diraient aussi d'autres densités de conscience. Alors ça, c'est extrêmement important de le comprendre pour comprendre la suite. Les apparitions,
les phénomènes ovnis, surtout dans le livre, rappelez-vous de l'étude du gars qui s'appelle donc Raymond Terrasse, Amitié franco-mariale et géométrie ufologique, le démontrent. Alors c'est pas systématique, mais les atterrissages d'ovnis, ben, les obéissent à une géométrie. Cette géométrie est structurée autour des réseaux d'énergie. C'est comme si, on peut dire, certains ovnis aimaient les nœuds énergétiques. Ils sont déplacés selon certains réseaux. Alors, je ne dis pas que tous les phénomènes ovnis obéissent à cette loi, je n'ai pas dit ça, mais je dirais l'étude du livre Amitié franco-mariale et géométrie ufologique le démontre. C'est très sérieux, tout est vérifiable à 100%. Donc ici, Fatima, Tomar, ces deux endroits où nous allons aller dans le voyage que nous allons faire bientôt, là, dans 15 jours, eh bien, sont connectés avec Batala et d'autres aussi, bien sûr. Et bien sûr, après, en France, on va avoir des villes comme Lourdes, on va avoir que des villes comme Chartres, par exemple. On a des endroits comme Lourdes, très importants, qui ont un nœud aussi énergétique. Et Chartres, qui ne connaît pas la cathédrale alchimique de Chartres. Vous voyez, on passe à Strasbourg aussi, à la cathédrale de Strasbourg, et on a Arles. Ici, vous voyez, si on est en France, regardez la ville d'Arles. L'Arles, c'est gigantesque qu'il peut y avoir. Un jour, je ferai une conférence sur Arles. C'est étonnant ce qu'il y a à Arles. Vous voyez, je suis d'Arles. Moi, ma famille est d'Arles à l'origine. Raoult, c'est arlésien. Et donc, il y a un grand secret parce qu'il y a un nœud énergétique, vous voyez. Alors, ça veut dire que c'est que là qu'il y a des. Non, mais c'est un gros indice. Voilà. Donc, ça, c'était important de le comprendre. Il y a un autre livre qui est à peu près introuvable maintenant, qui a été écrit par une personne qui s'appelle Félicier, s'appelle La Rose de Notre-Dame, et qui démontre aussi une autre approche complémentaire de ça. Et ce livre nous dit qu'en réalité, on retrouve la France, et là on part sur la France, mais c'est bien sûr, ça se prolonge dans tous les pays. La France est parcourue par des réseaux d'énergie, ce que certains ont aussi appelé la wivre, le dragon, ce sont les énergies de la Terre, un petit peu comme des tissus nerveux, on pourrait dire, comme des endroits où l'énergie de la Terre circule. Et curieusement, les autoroutes qui ont été tracées suivent la plupart de ces réseaux d'énergie. Là, vous voyez les réseaux d'énergie, ce n'est pas les autoroutes que vous voyez, c'est les réseaux d'énergie. Eh bien, les autoroutes suivent pratiquement les réseaux d'énergie. C'est assez curieux à réfléchir quand même. Voilà. Et donc, on voit que c'est ce tissu nerveux, ce tissu où l'énergie de la Terre, la wivre, le dragon, la tarasque aussi, ça porte plein de noms, cette énergie, ou appelons ça l'énergie simplement tellurique, circule dans un pays et dans le monde entier. On l'a vu tout à l'heure, les réseaux planétaires, eh bien, il y a de sous-réseaux, parce qu'il y a, c'est un peu fractal, si vous voulez, il y a des grands réseaux, puis des réseaux moyens, puis des petits réseaux, et tout ceci s'enchevêtre l'un dans l'autre. Ça, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne, parce que tout ce qui va se passer dans le futur, dans les événements, le quatrième secret est relié à Angoissa. Ça, plus autre chose. Alors, allons-y. Eh bien, ce livre, La Rose de Notre-Dame, on nous explique que les Templiers, par exemple, pendant 200 ans, ont installé les cathédrales, les chapelles, les églises, non pas au hasard, mais selon un réseau particulier qu'on appelle la Rose des cathédrales, et dont le centre est Notre-Dame de Paris. Par exemple, ici, le centre, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, on sait ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Notre-Dame de Paris. Eh bien, ici, le centre, c'est Notre-Dame de Paris, et c'est le début d'une géométrie. Alors, c'était vérifié, revérifié. Il y a, sur le livre, vous avez la liste des cathédrales, tout ça, et on peut les replacer. Donc, ça fait comme une immense rosace, comme une toile d'araignée, comme un réseau net. On pourrait dire ça peut être un réseau d'Internet. C'est de l'Internet tellurique, c'est de l'Internet vibratoire, si vous voulez, qui parcourt la France entière. Alors ça, parce que c'est particulier à la France. C'est particulier aux Templiers. Cette rose n'existe pas ailleurs dans un autre pays. Il y a peut-être autre chose dans ce pays. Mais là, c'est la France, ce réseau. Et bien sûr, ce réseau se connecte à quoi? Il va se connecter à tout, ici, Paris, c'est là, va se connecter à tout ce réseau-là qui, lui, va se connecter, on l'a vu tout à l'heure, avec les réseaux planétaires. Donc, vous voyez, il y a plein d'informations. C'est un immense Internet, en réalité. Un immense Internet vibratoire qui ne demande qu'à être activé, qui demande à être parcouru. Est-ce que ça n'intéresse pas le phénomène ovni, ça? Moi, je pense que si j'étais un alien, si j'étais un visiteur, je m'intéresserais à ce phénomène énergétique. C'est un peu comme la médecine chinoise, mais planétaire, si vous voulez. Voilà. On pourrait appliquer une médecine chinoise, l'approche de l'acupuncture, l'approche de la circulation d'énergie dans les nadis, ce qu'on appelle. Eh bien, c'est la même chose, comme tout ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, tout ce qui est pour dans l'homme et comme dans le monde, c'est la même chose. Donc, revenons
avec cette rose de cathédrale. Et bien sûr, sur des points clés où il y a des mailles dans ce filet, il y a ce qu'on appelle des vortex, des vortex gigantesques qui s'ouvrent, qui permettent de connecter l'énergie du ciel et de la terre, d'équilibrer l'énergie cosmique et l'énergie tellurique qui provient. Donc, et ça, c'est important. Donc, s'il y aurait un déséquilibre entre les énergies qui viennent du ciel, du cosmos, et des énergies qui sont dégagées par la Terre, eh c'est comme une pathologie. C'est-à-dire comme si quelqu'un est malade. Chez les Chinois, c'était ça. S'il y avait un dérèglement énergétique, il fallait rétablir l'équilibre énergétique par une médecine qui s'appelait soit l'acupuncture, soit prendre des plantes ou des choses comme ça, ou pratiquer un art martial, hein, le Reiki par exemple, ou pas, c'est pas l'art martial, mais le Kung Fu, ça peut être aussi le Qigong, tous ces arts qui permettaient de réguler, de retrouver l'équilibre énergétique à ce niveau-là. Eh bien, donc, dans ces points de connexion, il y a ces vortex qui fonctionnent et ils sont gigantesques. Vous voyez, l'homme, il fait 1 millimètre par rapport à tout ça. Eh bien, ça, bien sûr, ça nous permet de relier le ciel et la terre. Le ciel, bien sûr, peut être aussi une autre dimension, une autre conscience. Parce que le ciel, c'est pas forcément le ciel avec de l'air ou le ciel du cosmos. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le ciel, la conscience, l'être intérieur, c'est-à-dire les autres dimensions. Alors, ça permettait de passer d'une dimension à l'autre aussi dans ce cas-là. Donc, vous voyez que la géobiologie on est ici dans les prémices de ce que va révéler le 4e secret de Fatima, c'est-à-dire les données de base. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé à Fatima et on ne va pas comprendre ce qui s'est passé aussi après, ailleurs, et qui continue de se passer actuellement. Donc l'homme doit être en rapport entre le ciel et la terre, entre l'énergie cosmique et tellurique, et les ovnis, bien sûr, ils connaissent cette science cosmotellurique. Voici le détail, Notre-Dame de Paris, qui est au centre. Rappelez-vous que c'est l'œuvre des Templiers pendant 200 ans. Ils ont installé les cathédrales, les églises, les chapelles, selon un plan préétabli qui s'appelle la rose. La rose de Notre-Dame, pourquoi? Parce que Notre-Dame, parce que c'est. Alors, bien sûr, elle est calée sur Notre-Dame, ça nous rappelle la Vierge, bien sûr. Mais ça, c'est des contextes religieux. Ce sont des balises, si vous voulez. Voilà, Notre-Dame de Paris qui est au centre, à ce niveau-là. Hein, donc ça, c'est vérifiable à 100%, il n'y a aucun problème, la maille est là. Bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de cette énergie tellurique et cosmique, l'énergie qui vient du ciel, l'énergie qui vient de la Terre. Les deux se rencontrent. Quand les deux énergies se rencontrent de façon équilibrée, on obtient un point au centre. C'est le point central qui unit l'étoile à 6 branches. On a une étoile à 6 branches qui représente l'équilibre ciel-terre. Mais le point au centre, c'est ce que les alchimistes appellent le sel. Le sel, c'est ce qui permet la transmutation alchimique en réalité. Donc le point central, c'est le septième point. Alors rappelez-vous tout à l'heure que je vous ai dit qu'à Fatima, il y a eu 6 apparitions dans l'histoire de Fatima. Il y a 6 apparitions et la personne qui est apparue, l'entité qui est apparue, que certains ont pris pour la Vierge dans le monde catholique, mais pour l'instant, on réserve notre identification, eh bien, elle dit, j'apparaîtrai une 7e fois. Et cette 7e fois ne s'est pas encore faite. Et nous verrons dans d'autres conférences dans la suite que peut-être qu'elle s'est passée sous nos yeux sans le voir. Donc, quelque part, c'est le 7e, c'est le point central, ce qu'on appelle le sel, chez les alchimistes. Bon, si on vous parle d'alchimie, on parle de soufre et de mercure, mais ici, on va parler d'énergie tellurique, l'énergie cosmique, qui se rencontre à un point central, qui est le point d'équilibre, qui est le point jaune, qui est là, qui est le 7e. Le 7e sou, pourquoi pas, c'est le 7e point, la 7e apparition de cette entité. Voilà, c'est tiré d'un livre de Stéphane Cardinal qui nous parle aussi de cette structure énergétique et on voit comment l'homme est structuré énergétiquement. Vous avez plein d'auteurs, Stéphane Cardinal est quelqu'un qui a beaucoup écrit aussi sur la géobiologie. Ses livres sont magnifiques. Et ici, il nous montre un petit peu la circuiterie interdimensionnelle, ce que je vais aborder un petit peu dans le prochain pack du Global Unité d'Univers, c'est-à-dire la circuiterie interdimensionnelle. Si on ne comprend pas que l'homme est construit à la fois de matière visible et de structure invisible, on ne comprendra pas tout ce que je vous ai dit ici. Donc ici, on voit bien que cet homme a toute une circuiterie interdimensionnelle au niveau des mains, au niveau du crâne, avec des tubes d'énergie, et qui reçoit ainsi des informations. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a voulu m'éduquer dans le début du voyage en m'envoyant des visions et me faire tracer sur des cartes. C'est pour voir si mes tubes fonctionnaient. Voilà, quelque part,
parce que c'était en préparation, bien sûr, d'une grande expérience qui allait se faire bientôt. Et voilà, donc vous voyez ici, alors ça c'est très important, des tubes reliés à la clairaudience, des tubes reliés à la vision holographique, il y a qui sont connectés au chakra. Donc tout ça c'est la circuiterie vraiment interdimensionnelle que l'homme doit déployer s'il veut avancer dans son évolution. Nous sommes dans cette étape, nous sommes en train de nous transformer et de déployer toute cette circuiterie que nous n'utilisons pas dans la vie ordinaire. Bien sûr, quand vous vivez dans votre vie ordinaire, 90% de votre temps, la famille, l'entreprise et tout le reste, bien vous utilisez très peu ce type de canon. C'est pour ça qu'ils ne se développent pas. Ils restent endormis. Et les voyants, ce qu'on appelle les voyants, les médiums, tout ça, mais ils arrivent à développer un petit peu ces communications. Il existe une physique de l'information, une physique de la communication qui est établie selon ce type de schéma. Et si on ne prend pas en compte, bien sûr, on ne peut pas comprendre les événements qui se passent. Alors ça, c'est vraiment important. Donc la physique de demain, la physique dite de l'information, la physique de la vibration, physique vibratoire, va nous enseigner sur ce type de structure que les civilisations antiques indiennes et chinoises connaissent très bien, les Japonais aussi. C'est tout le principe de la médecine chinoise. Hein. Là, attention, eux, ils le savent, mais les Occidentaux, avec la médecine actuelle, n'ont pas encore pris en compte ces informations multimillénaires qui nous proviennent de civilisations qu'ils utilisent déjà et qu'ils ont toujours utilisées. Ici, vous avez un petit tableau qui représente en réalité un personnage qui est Jésus-Christ. Et regardez, c'est curieux, on lui a mis autour de la tête des tubes. Ça nous fait quand même passer à ça. C'est clair avec ça. Et donc, ici, le peintre qui a fait ça nous fait passer un petit message. C'est à nous. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça de partout, mais les gens n'arrivent pas à l'interpréter. C'est très curieux. Donc, si vos tubes sont activés, vos tubes de clairaudience, vos tubes de clairvoyance, vos tubes de clair-ressenti, quand on dit qu'on ressent les énergies avec les mains, vous voyez, il y a un tube au niveau des mains, il y a des chakras. C'est un peu comme des radars, c'est comme des capteurs, on peut dire comme des capteurs qui nous permettent de voir au-delà du monde physique, du flux physique matérialisé, parce que la partie matérialisée de l'univers n'est que très faible par rapport à l'univers. Rappelez-vous que les scientifiques ont dit que nous percevons que la partie manifestée de l'univers, la partie matérielle, ne correspond qu'à peu près 4% de ce qu'est l'univers. Donc 96%, on ignore ce que c'est. Certains appellent ça la matière noire, l'énergie noire, enfin tout ce qu'on veut. Mais en réalité, on ignore 96% de ce qu'est l'univers. Et bien nous-mêmes, nous, dans notre matière, la matière physique, la matière que nous avons l'habitude tous les jours, le corps physique, et bien c'est à peu près le même pourcentage. Et c'est pour ça que notre expérience est assez pauvre. Et quand des personnes ont ces parties activées, ben on les prend pour soit des fous furieux, soit des gens divins, qui ne sont pas plus divins que vous, parce qu'ils ont simplement ces tubes, et vous les avez aussi. Vous avez la même structure. Ces structures, c'est important, sont universelles. Il faut par contre, il faut les réactiver ou alors les développer. Et à ce moment-là, vous auriez une vision différente des choses, un petit peu comme j'ai eu tout à l'heure pour les cartes et comme d'autres ont au niveau de la médiumnité, au niveau de tout ce qu'on veut. Vous voyez, c'est rationnel, je veux dire, c'est l'irrationnel rationnel, c'est clair. Mais ça demande, alors bien sûr, dès qu'on le montre comme ça devient compréhensible. Sans ce schéma-là, ben c'est fantastique. Hein, voilà. Alors ici, par exemple, ce personnage avec ses tubes, si on le met en connexion avec, par exemple, une chapelle, vous savez, quand les chapelles ont été construites, elles ont été construites sur des principes de géométrie, en codant le nombre d'or, le nombre pi, tout ça, ce qu'on appelle la science des bâtisseurs. Hein, eh bien, on sait que dans une chapelle, ici, il y a des vortex qui apparaissent au niveau de l'autel, surtout. Vous voyez, ici, l'énergie tellurique est captée par les piliers de la chapelle, l'énergie cosmique est captée par le dôme de la chapelle. Et au centre, ici, se crée un vortex, vous voyez, un vortex qui se déploie. Eh bien, si un personnage y rentre et il a activé ses tubes, qui se met dans le vortex de la chapelle, eh bien, il va recevoir des informations qui sont encodées dans la chapelle, par tous les gens qui ont été dans la chapelle. Ou ça peut être un initié qui a été là et vous recevez des informations. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de couplage entre son système énergétique avec le système énergétique du sanctuaire. Alors que ce soit une chapelle, que ce soit un temple hindou, que ce soit une pyramide, que ce soit autre chose, c'est pareil. Le principe est universel. Donc, à ce moment-là, dès que mes tubes sont déployés, les tubes de perception interne que j'appelle, eh bien, je peux rentrer en résonance avec des
vortex cosmotellurique qui unit le ciel et la terre. C'est une véritable ingénierie que je vous montre ici. Ici, on a affaire à de l'ingénierie spirituelle. Ça se comprend, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment... Alors, bien sûr, si on est harmonisé, si on a pu, ces tubes sont harmonisés, si on est, par exemple, dans le cœur, si on se sent en paix, eh bien, on va ressentir un sentiment d'élévation, ce qu'on appelle l'élévation spirituelle, l'élévation de la fréquence vibratoire. Ça se fait tout seul. Mais il faut que les tubes ils soient ouverts, déployés. Il faut que vous soyez en paix dans votre cœur, parce que le cœur est un chakra fondamental dans le processus. Mais ça, on le verra dans le pacte global d'unité de l'univers. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous voyez ici une photo d'un vaisseau qui a été pris par mon ami Raymond Spinozzi, il n'y a pas très longtemps. Eh bien, ces vaisseaux, ils adorent venir se connecter à ces réseaux d'énergie. C'est compréhensible, leur énergie est comme attirée par ces structures. C'est pour ça que beaucoup de vaisseaux ovnis, objets volants non identifiés, passent sur des lignes d'énergie, on a vu tout à l'heure, mais aussi passent au-dessus des sanctuaires. Ils sont comme aimantés, dirigés. C'est comme s'ils percevaient ces énergies. Peut-être ont-ils des technologies plus avancées que les nôtres qui leur capables de voir une représentation de ces énergies, comme une espèce de phare, comme une espèce d'émetteur. Et là, ils pourraient établir une cartographie. Peut-être qu'ils voient le monde d'une façon différente de nous. Ils voient avec des points d'impact d'énergie qui seraient dus à la répartition de ces sanctuaires ou de ces nœuds énergétiques. Et bien sûr, un humain qui se trouve en train de fonctionner dans ce réseau, il apparaîtrait clairement sur leur radar, on pourrait dire d'une certaine façon. Un radar différent des radars des avions, mais un radar qui permet de localiser ces tourbillons d'énergie. Alors, vous voyez, c'est très rationnel comme idée. Hein. On commence, oui, je vous fais comprendre comment ça se construit. L'homme, avec ses perceptions, multidensité, les sanctuaires qui ont été construits par les anciens selon une maîtrise de la géométrie sacrée, de l'architecture sacrée, qui est une véritable ingénierie énergétique, et les vaisseaux aliénigènes, exogènes, qui proviennent d'autres dimensions et qui sont comme attirés par ces réseaux d'énergie. Vous voyez, une espèce de résonance qui se fait. Quand les trois sont alignés, on peut dire que la personne peut avoir un contact. Quand l'homme, il est ouvert, c'est son réseau énergétique multidimensionnel est ouvert, qui se met en résonance avec le vortex du sanctuaire et qu'à ce moment-là, un vaisseau passe, on peut dire que les trois sont alignés et il y a avoir un transfert d'informations. Une résonance qui se fait avec un transfert d'informations. Les occupants du vaisseau peuvent envoyer de l'information télépathique à la personne, par exemple, à travers son canal de clairaudience, de clairvoyance, il peut entendre des voix, il peut voir des choses, il peut voir une vision. Vous avez des canaux je l'appelle de vision holographique qui créent comme des hologrammes de perception interne. Et donc, vous voyez le vortex, le vaisseau arrive au-dessus, par exemple, il envoie une information qui passe dans le vortex et qui est directement envoyée dans la personne, et la personne peut avoir une vision à ce moment-là. Alors, on ne voit pas l'OVNI directement, alors on reçoit des informations qui sont transmises comme par la radio. C'est comme une forme de radio, mais une radio non électronique, une radio qui utilise d'autres types d'ondes pour pouvoir se transmettre. Vous voyez, c'est un autre type de radio. Appelons ça une radio éthérique, ou peut-être une radio scalaire, ou tachyonique. C'est une type, mais ce sont de la science du futur. C'est cette science que les ovnis connaissent et que les anciens connaissaient puisqu'ils ont bâti les temples d'une certaine façon. Et ça, en étudiant tout ça, on commence à s'apercevoir que tous les temples ont été construits selon une méthodologie particulière, selon une architecture particulière, selon une répartition sur le réseau énergétique, et que les anciens connaissaient le phénomène ovni sûrement, et on retrouve des traces dans toute l'histoire de ça. Vous voyez, il y a une logique derrière tout ça, c'est vraiment important. Alors, si vous voulez avoir des contacts avec des êtres exogènes qui viennent d'autres espaces ou d'autres dimensions, il faut commencer à développer vos réseaux de communication internes, vos chakras, vos tubes de communication. Ça, on le fait dans l'Académie Jedi. Par exemple, l'Académie Jedi, on apprend à faire ça. Un Jedi, c'est ça, il sent la force, mais c'est ça, en réalité. Et pour sentir la force, il faut qu'il développe ces canaux de perception. Et bien sûr, après, il faut aller sur des lieux particuliers, comme les sanctuaires, quel que soit le sanctuaire, bien sûr. Toutes les cultures ont leur façon de construire les sanctuaires, ils fonctionnent tous pareil, en gros. Équilibre cosmotellurique. Vous voyez, c'est très important. Alors, revenons avec ça, donc on commence à mieux comprendre l'importance des réseaux métalliques et des réseaux d'énergie pour les sanctuaires, mais aussi pour l'interaction avec le phénomène OVNI. C'est clair, c'est logique, c'est élémentaire. Si on admet des choses qui ne sont pas mystiques du tout, qui sont des domaines de multimillénaires qui existent depuis la nuit des temps. Hein. Là, je vous parle de phénomènes qui existent depuis la nuit des temps, ce n'est pas des choses nouvelles. Ensuite, on peut rajouter une couche, et c'est Georges Pras qui nous dit dans son livre, l'étoile
qui peut être dessiné en reliant des lieux entre eux. Des lieux entre eux peuvent être reliés par des géométries particulières. Ici, c'est toujours au Portugal, avec Fatima F, ici, Thomas, ici, Batavia, et on a vu tout à l'heure les lieux qui sont connectés par l'énergie. Eh bien, regardez, il y a comme une connexion particulière entre ces lieux qui s'inclut dans une étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches, bien sûr, c'est un symbole très particulier qui canalise l'énergie vibratoire et qui la réémet d'une façon particulière. Donc, on peut rajouter ensuite de la géométrie particulière qu'on appelle la géométrie sacrée. Avec ici un exemple d'étoile pentagrammique, mais on peut utiliser, on l'a vu tout à l'heure aussi, d'autres types de figures. Il faut qu'elle soit une figure de géométrie sacrée, bien sûr. Donc, vous voyez, ça peut devenir un peu plus complexe, un peu plus élaboré encore à ce niveau-là. Alors ça, c'est vraiment, ça a été découvert par des gens, hein. Tout cela, c'est vraiment important. L'étoile d'Alcobaça et l'implantation des monastères templiers autour de Fatima. Donc, vous voyez que les templiers connaissaient cette géométrie sacrée. Ils sont allés plus loin, ils n'ont pas fait que mettre non plus les sanctuaires sur des points clés vibratoires, sur des nœuds, mais ils ont utilisé aussi une géométrie sacrée qui permet de renforcer cet effet. Donc, vous voyez, c'est toute cette science, voilà, à ce niveau-là. Vous voyez l'étoile telle qu'elle est dessinée ici. On la voyait là, on la voit une partie, hein, ici, c'est la même étoile qu'on a vue ici. Vous voyez, l'étoile, elle est là. Eh bien, Thomas, Templier, sanctuaire de Fatima, Batala, Léra, Marie. Vous voyez, donc, et ici, Alcobaça. Donc, en réalité, il y a des connexions selon des géométries sacrées aussi après. Donc, il y a les nœuds énergétiques des réseaux naturels, qu'ils soient fractaux, qu'ils soient planétaires, régionaux ou nationaux. Et ensuite, vous avez la géométrie sacrée, l'implantation des sanctuaires selon aussi des images de géométrie sacrée qui viennent renforcer le message encore. Donc, vous voyez, c'est très complexe, c'est une science très élaborée. Hein. Et rappelez-vous que ça a été fait il y a des centaines d'années, tout ça. Hein. Alors que nous, aujourd'hui, on peine à le comprendre. Avec notre intelligence du 21e siècle, avec nos ordinateurs quantiques, avec nos calculs mathématiques et physiques, tout ça, ben on a du mal à admettre à ça. Voilà un petit peu comment les sanctuaires sont connectés les uns aux autres, hein, avec, vous voyez, tac, Thomas, et ainsi de suite, sur les réseaux. Donc, Thomas, le grand site de Templiers, on l'a vu tout à l'heure, tous ces sanctuaires-là sont tous connectés à travers ces réseaux d'énergie. Donc, et on voit que Fatima est vraiment un lieu très particulier. Ça semble être un lieu fondamental. Revenons un petit peu. Voyez, ici, Fatima, au centre de l'étoile, ici, connecté ici, pas très loin, ici, là. Donc, Fatima semble être un nœud il y a d'autres nœuds, mais ce nœud semble être une porte fantastique. Est-ce que c'est ça le quatrième? Est-ce que on est sur la route du quatrième secret? Je le pense. Les 3 autres secrets, on pourra en parler, on verra les 3 autres portes, on en parlera la prochaine fois. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que c'est un secret vibratoire, énergétique, universel, qui dépasse la religion, qui va au-delà, qui est un message universel, vibratoire universel, qui est connecté à une science que j'appelle la science sacrée des anciens, mais qui est la science que nous allons retrouver, actuellement on appelle ça la physique de l'information. Et donc, en réalité, et c'est un grand boom, hein, de grands physiciens commencent à me parler. Et donc, en réalité, la physique de l'information qui permet des guérisons, qui permet de soigner, qui permet d'ouvrir des champs de conscience, qui permet d'avoir des visions, de faire des contacts, cette physique est en train de se déployer à partir de la physique quantique, à partir des grandes théories comme la théorie de la relativité d'Einstein, et en train de prolonger tout cela et nous amène une physique qui va être peut-être capable de nous faire comprendre les civilisations avancées, les civilisations stellaires de niveau 2 ou civilisations galactiques de niveau 3, qui, eux, utilisent cette physique de façon régulière, alors que pour nous, c'est encore du domaine de très avancé. C'est des sciences très avancées, mais pour eux, c'est simple. Et donc, si on veut comprendre leur façon d'interagir avec nous, il faut comprendre leur physique. Et leur physique s'appelle la physique de l'information. Disons ce que nous appelons actuellement, commençons à appeler la physique de l'information. L'information reliée par des réseaux d'énergie, par des vibrations, par des géométries sacrées, par une forme d'ingénierie. Si on ne vous disait pas que ce soit des temples, ça, on pourrait dire que c'est un schéma électronique, à la limite, on pourrait dire que c'est une structure comme un ordinateur, vous voyez. Et si on ne disait pas que c'est des temples, on pourrait dire, mais tout ça, on a affaire à une forme de centrale d'énergie, mais c'est à peu près ça. Où on s'allie la géométrie, les réseaux, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il faut voir cette vision-là. Il faut s'extraire de la vision
on peut dire, religieuse, dans laquelle on réfléchit, et dire, si j'étais un ingénieur et je vous montrais ce plan, qu'est-ce que je comprendrais? Eh bien, un ingénieur commencera à comprendre, exemple, qu'on a affaire à des processeurs d'énergie, ainsi de suite. Vous voyez, il prévoit une architecture informatique particulière. Et c'est ça, pour moi, l'accès à une science qui nous dépasse et qui est la science de ceux qui viennent nous visiter et qui viennent nous tendre la main dans cette amitié, on peut dire humano-stellaire. Mais si on veut que cette amitié humano-stellaire perdure et se développe, il faut que nous missions notre intelligence à un autre niveau, un niveau intuitif, un niveau non linéaire. C'est pour ça qu'il m'avait fait dessiner les cartes au début, pour voir si j'étais capable de passer d'une intelligence purement intellectuelle à une intelligence non linéaire, pour voir ces choses-là. Et rappelez-vous que Jésus aurait dû se mettre, Yeshua aurait dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Est-ce que c'est peut-être pas un peu ça qu'il voulait dire? Voilà, ici, par exemple, vous avez le sanctuaire de Tomar, Tomar qui est le couvent du Christ. Vous voyez, c'est marqué le couvent du Christ. Et on va y aller, c'est magnifique. Vous avez une rotonde colossale, c'est gigantesque. Ces Templiers connaissaient ça. Les Templiers connaissaient ce secret. Et pour moi, mais c'est ma vision de voir, je pense que ces ordres initiatiques, ce sont les Templiers ou d'autres, ont eu des contacts avec des intelligences supérieures venant d'autre monde, parce qu'ils avaient une vision qui allait avec, il y avait une forme de science, au moins disons certains types de Templiers, parce que peut-être pas tous, mais disons le Cénacle avait une connaissance qui était au-delà de leur convention habituelle, et donc ils étaient capables de rentrer en contact avec ces visiteurs, et voilà un peu pourquoi ils ont installé leur sanctuaire, leur temple d'une façon particulière, qui était connecté, on peut dire, à la façon de voir des visiteurs, à la façon de comprendre ce que comprenaient les visiteurs. Alors, quand nous sommes arrivés, en gros, à ce sanctuaire de Fatima, c'était en septembre, donc on avait parcouru, on est parti de l'Espagne, d'arriver au Portugal, je me rappelle, c'était en fin d'après-midi, je ne me rappelle plus le jour, c'était en septembre, c'était vers la fin septembre, et on arrive à Fatima. Et c'était la fin d'après-midi vers 18h, donc il faisait encore bon. Hein. Et rappelez-vous que je n'étais pas vraiment intéressé par le sanctuaire. J'étais venu pour le côté historique, c'est une visite presque touristique. Donc je m'attendais à rien. Et là, dès que je commence à avancer vers le sanctuaire, c'est la première fois que je venais, je commence à ressentir ces réseaux d'énergie qui sont là. Comme moi j'ai l'habitude, ça faisait des années que je travaillais avec mes tubes de mes mains, ce qu'on appelle le clair ressenti. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma, les énergies qui partent des paumes des mains. Dans les paumes des mains, vous avez des petits chakras qui vous permettent d'avoir du ressenti énergétique, comme des espèces de radars, on peut dire, qui envoient et qui vous disent s'il y a de l'énergie ou pas. Et donc mes mains commençaient à me piquer en arrivant au sanctuaire. J'étais un peu étonné, je dis c'est curieux, c'est quand même, il y a de l'énergie, bon, c'est bien. Et dès que je rentre dans le sanctuaire, là vous avez une vision du sanctuaire à l'intérieur, qui rappelez-vous, qui date d'après les années 1900, hein, donc c'est pas un style moyen-âgeux, hein, c'est pas templier du tout, hein, c'est plus tard, on appelle ça rococo si vous voulez. Eh bien, dès que je rentre comme ça, il y avait 3 personnes avec moi, hein, il y avait du monde, hein, c'est pas une photo que j'ai prise ce jour-là, c'est une photo mais donc il y avait du monde autour de moi, il y avait même une espèce de petit pèlerinage qui se faisait dans le sanctuaire, et il y avait mes 3 amis qui étaient devant moi, dont ma compagne était là. Et à un moment donné, je rentre dans le sanctuaire comme ça, je ressens cette énergie, je dis, tiens, c'est curieux, quelle énergie. Et puis là, je remballerai toute ma vie ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement, je rentre dans le sanctuaire, et d'un coup, dans mon esprit, dans ma tête, j'entends une voix qui me parle, une voix de femme. Ce n'était pas ma compagne, personne ne parlait. Et elle me dit, bonjour, vous êtes dans une base interdimensionnel. J'entends clairement une voix de femme qui me parle dans ma tête, mais clairement. Alors que j'étais pas du tout, je m'attendais pas du tout. J'ai presque failli sursauter à ce point-là. Et du coup, je m'arrête, je dis pardon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on répète, vous êtes dans une base interdimensionnelle. Ça a été vraiment le choc de ma vie. Je suis resté comme ça, je m'y attendais pas. C'est vraiment un lieu, je vois, c'était celui-là. Quoi. Et là, il me dit, regardez. Et là, dans les voûtes, si on va dans les voûtes ici, par exemple, vous avez des voûtes. Et là, vous avez des moulures. On les voit ici, vous voyez, on les voit ici. Vous voyez des moulures de plâtre. Vous voyez, c'est quand même pas très comme sculpture. Eh bien, on me dit, vous voyez ces moulures? On me dit, ces moulures cachent des cellules interdimensionnelles, des cellules d'énergie. Me dit. Alors là, j'étais un peu réduit. Je dis, pardon, ça, c'est des moulures, c'est du plâtre. Il m'a dit, si.
c'est la représentation, c'est le faux semblant, si vous voulez, de cellules d'énergie. Et c'était insistant dans ma tête. Alors, bon, ben, j'ai lâché prise, j'ai dit d'accord, et j'ai commencé petit à petit à m'avancer ici dans les travées. Alors, il y avait plein de gens qui étaient sur le côté parce qu'ils allaient voir un sarcophage, parce qu'il y a des sarcophages, bien sûr, des personnes qui ont des voyants, les petits voyants qu'on a vus tout à l'heure, qui ont eu l'expérience avec cette entité qu'on a dit que c'était la Vierge. Mais personne n'était au milieu, tout le monde faisait le tour, passer derrière là, passer derrière la chaise oratoire qui est là, et donc, moi, je remonte, je ne sais pas, je ne vais pas le pèlerinage. J'étais tout seul parce que tout le monde me regardait d'un drôle d'air en disant qu'est-ce qu'il veut, celui-là, pourquoi il passe par là, alors que tout le monde faisait le tour. Et parce que la voix m'indiquait, m'a dit on va vous expliquer quelque chose. Et on me fait arriver pratiquement au cœur. Alors, vous voyez, tout le monde me regardait parce que j'étais pas à compte courant, mais j'étais pas à un endroit où tout le monde était. Et à un moment donné, on va commencer à me montrer différentes structures dans le sanctuaire en m'expliquant que c'était des morceaux de la base. En réalité, ça cachait derrière une base. C'est comme s'il y avait une base multidimensionnelle dans laquelle le sanctuaire s'était construit. Alors, c'est à peu près hallucinant de croire cela, mais je n'étais pas en train de le croire, j'étais en train de le vivre. Donc, en réalité, et on va m'expliquer que chaque tableau, sa signification, dans le cadre de la base, pas dans le cadre du religieux. On m'a dit, voilà, il y a un tableau, il y a encodé telle information. Et ça a duré à peu près une demi-heure. Et sincèrement, je ne me rappelle pas de tout. Mais je sais qu'on m'a expliqué des choses importantes. Ça me parlait, et ça parlait. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté. On m'a dit, voilà, c'est fini. Alors bon, j'ai dit, c'était abasourdi. Il y avait une énergie qui montait, c'était colossal. J'étais presque fébrile, pour vous dire. J'étais vraiment, je tremblais à l'intérieur de moi parce qu'il y avait une énergie colossale. Alors que la plupart des gens autour de moi ne ressentaient rien. Les gens vivaient leur truc. Il semblerait que c'était que moi qu'ils avaient ciblé. Enfin, il y aurait peut-être d'autres personnes, mais je ne sais pas. J'étais ciblé dans le public et on m'avait montré ça. Mais les autres n'avaient pas l'air, et mes 3 amis n'avaient pas ressenti. Ils avaient ressenti un petit peu d'énergie, mais ils n'avaient pas ressenti, ils n'avaient pas vécu l'expérience. Donc c'est quelque chose qui était ciblé pour mon cerveau, c'est quelque chose qui était ciblé pour mon énergie et qui était dans ce qu'on appelle un spectre très réduit de projection. C'est comme une espèce de faisceau laser, quelque part, qu'on avait envoyé. Et donc, à un moment donné, on quitte le sanctuaire. Et alors, le sanctuaire, il est là. Et on descend les marches qui sont là. Vous voyez, on sortait par là. Et là, quand j'arrive au niveau des marches, donc là, vous voyez, pris de l'autre côté, hein, vous voyez, on est en face, là. Ici, je vois au loin ça, c'est à peu près la même vision, mais de l'autre côté, je vois un pilier et dessus, c'est un Christ. C'est un Christ qui regarde vers où je vous montre, mais qui tourne le dos au sanctuaire. Il est doré. Et quand je commence à descendre les marches, de nouveau, un champ d'énergie colossal, encore plus fort que dans le sanctuaire, se met à crépiter autour de moi. J'ai même le cœur qui s'est mis à battre. Je sentais comme parcouru mais c'était presque physique, comme de l'électricité, comme si je touchais du 110 volts, par exemple. Et donc, je descendais les marches et j'avais les yeux ouverts. Et d'un coup, sur le colonne, alors rappelez-vous que j'étais là-bas. Là, c'est une photo prise de l'autre côté. Mais j'étais ici. J'ai à peu près la même vision. Et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un vaisseau qui est noir comme ça. Alors, ça, c'est une reproduction. Il était ou à peu près ça, comme ça, posé à l'endroit où il y avait la colonne. Bien sûr, dans mes yeux physiques, il n'y était pas. Les gens, là, il n'y a pas grand monde. Je vous garantis, c'était à l'époque, quand je l'ai vu, il y avait plein de gens. Il y avait peut-être 300, 400 personnes qui étaient là, qui étaient en train de déambuler. Il y avait même une messe qui était donnée dans la chapelle. Ça, c'est l'endroit où il y a eu l'apparition, où les bergers, ils ont construit une chapelle où il faut les messes en dehors du sanctuaire. Mais il y avait du monde. Mais personne, à ma vue, personne ne ressentait. Et donc, au moment où je sens cette énergie colossale, ces réseaux d'énergie me traverser, comme si je suis rentré dans une étoile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez rentré déjà dans une étoile d'araignée. Vous voyez, c'est une espèce. C'est à peu près pareil, mais avec de l'énergie. C'était presque supportable. Hein. Et à un moment donné, j'ai les yeux ouverts, bien sûr, parce que je descendais les marches. Je ne voulais pas que je me casse la figure. Et à un moment donné, je vois sur la colonne posé un disque noir comme ça. Puis à un moment donné, 2 secondes après, le disque disparaît. Et je vois de nouveau ça le disque. Puis d'un coup, le disque réapparaît. Et ça, par intermittence, comme des espèces de séquences, apparition, disparition, apparition, disparition.
Et ça a duré, et je continue de descendre mes marches, et j'étais halluciné, j'étais dans un autre état. Et j'étais bien conscient, hein, parce qu'il fallait que je descende des marches, je marchais, donc je n'étais pas en train de méditer, mais c'était insupportable. Et à un moment donné, dans ma tête, de nouveau, j'entends, cette fois-ci, une multitude de voix qui semblent dire, et je les comprends en français, c'est ça qui est clair, hein, et ils disent, on s'est trompé, l'énergie ne lui convient pas, c'est trop différent, il n'est pas câblé pour cette énergie. Le vaisseau qui était là était un vaisseau qui m'attendait, c'est tout ce que je vous dis, parce que dans l'évidence, c'est ça, qui attendait, disons, notre visite à nous quatre. Et ils se rendaient compte que le vaisseau dégageait une énergie que nous ne pouvions pas supporter, que moi, je n'arrivais pas à supporter, et qui était avec alarmant, parce que j'ai senti un caractère alarmant derrière ça, en disant presque, attention, il risque de mourir, attention, il risque, ça va être trop fort, il peut avoir une crise cardiaque, il peut avoir un anévrisme cérébral, il peut avoir un truc, et il peut disjoncter. Et je sentais derrière ça cet affolement, comme si c'était, pas trompé, mais qu'ils n'avaient pas su bien régler l'énergie. Alors ça, c'est intéressant de le savoir. Ça montre que les aliens, les visiteurs ne sont pas omniprésents ou omniscients. Ils ont des lacunes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'énergie encore des humains ou de certains humains. Ils sont obligés de faire des réglages. Et quand les réglages ne correspondent pas, il y a un problème. Et alors donc, j'ai senti, et moi, c'est bien, je voyais bien que ça ne calait pas, que c'était trop fort. Je n'avais jamais senti ça. Et c'était désagréable. C'est comme si tous mes chakras crépitaient d'une énergie qu'ils n'arrivaient pas à se caler dessus. Ils n'étaient pas en résonance avec l'énergie du vaisseau. Et j'ai aperçu que la technologie de ce vaisseau interférait violemment, un petit peu comme des rayonnements Wi-Fi, par exemple, à multiplier par des milliers. Et mon corps n'aurait pas. Alors, à un moment donné, je continue de descendre dans les marches et je me suis fait une réflexion en disant, mais si ça continue, je vais griller sur place. J'avais l'impression d'aller m'enflammer. J'allais m'enflammer carrément, littéralement, à cause de ce champ d'énergie. Puis à un moment donné, ils ont fait un réglage et l'énergie a légèrement changé. Alors, elle n'a pas changé en intensité, mais elle a changé en fréquence. Et ils ont fait de leur mieux pour que le vaisseau diminue les effets, je dirais entre parenthèses, pas nocifs, mais les conséquences de son énergie. Alors ça, il faut le comprendre. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Toutes les énergies des civilisations qui nous visitent ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l'humain. Rappelez-vous, on utilise nous aussi des technologies qui ne sont pas compatibles avec le Wi-Fi, les micro-ondes, tout ça. Ce pas des énergies qui sont compatibles avec notre façon de vivre. Hein. On s'y adapte, hein, mais c'est pas facile. Il y a des gens qui sont électrosensibles, rappelez-vous. Donc, vous voyez, ça c'est évident. Alors donc, il faut un petit réglage et ils me disent, il faut comprendre que je peux continuer. Et j'ai bien l'impression qu'ils ne veulent pas arrêter le contact, qu'ils ne veulent pas arrêter. Ils auraient pu dire, on arrête tout et on ferme tout et puis c'est fini. Non, non, il y avait derrière une attente importante. Il y avait comme vraiment quelque chose qui devait se faire. Vous voyez, c'est ça que j'ai senti, parce que sinon, ils auraient plutôt arrêté quand même, littéralement, en disant, on débranche tout, c'est fini. Bon, tout s'arrêtait. Mais non, ils ont dit, le contact doit se faire, c'est un véritable rendez-vous, c'est pas simplement dire, bon, j'ai vu un vaisseau. Il y avait une raison derrière ça. Oui, c'est ça que j'aborde le 4e secret de Fatima. Le 4e secret de Fatima, c'est pas seulement, c'est une base interdimensionnelle. Ça pourrait être intéressant. On pourrait dire, oui, ok, non content qu'il y a un vaisseau, que l'apparition, en réalité, ça veut dire que l'apparition qu'ont vécu les 3 petits bergers, la bergère, était pas qu'un phénomène ovni, mais en réalité était la manifestation d'un phénomène ovni dans une base, et que la base, elle est inclue, le sanctuaire est inclus dans la base. Alors, est-ce que la base est plus grande que le sanctuaire? Sûrement. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle est décalée, elle est dans une distorsion spatio-temporelle, ce qu'on appelle. Elle est légèrement décalée de notre dimension à nous. On ne peut pas l'apercevoir, mais elle n'est pas trop décalée, sinon je n'aurais pas pu rentrer en contact avec elle. Donc, elle est juste entre les deux. Vous voyez? Donc, le jour où il y a eu l'apparition en 1917, que ces 80 000 personnes ont vu le soleil danser, à ce moment-là, le vaisseau a basculé littéralement dans notre espace-temps et a fait sa démonstration pour ensuite retourner dans l'autre espace-temps, dans la base en réalité. Parce que, imaginez une base, on pourrait à la limite dessiner une base futuriste quelque part, dans laquelle le sanctuaire de Fatima occupe un endroit. Nous, ce que nous voyons, c'est le sanctuaire. Mais nous ne nous voyons pas pour l'instant, parce que nous n'avons pas activé nos sens de perception
on peut dire, intérieures, nos télépathies, nos visions holographiques, nos clairaudiences, nos clairessentis, comme nous n'avons pas développé ça, la base, on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est décalée. Il faut activer notre sens de perception pour la voir. Elle est là, elle n'est pas là à la fois. C'est pour ça que le vaisseau, je le voyais, je ne le voyais pas. Je le voyais, je ne le voyais pas. Je basculais, mes sens n'étaient pas stabilisés. Ça faisait comme une espèce de va-et-vient, vous voyez? Ça, c'était important. Alors, rappelez-vous pourquoi il m'avait fait voir les cartes avant, il m'avait fait dessiner, parce qu'il avait fait des tests, vous voyez? C'est commence à comprendre, on a fait des tests sur toi. On voit, mais les tests n'avaient pas montré ma compatibilité avec les énergies de la base. Alors, ce n'est pas des énergies mauvaises, c'est des énergies qui, au début, n'étaient pas réglées pour nous. Après, il faut qu'ils fassent des réglages. Et on verra plus tard que les réglages ont été faits. Après, c'est différent. Mais au début, il y a un apprentissage, il y a quelque chose, et ça, c'est très important de le comprendre. Quand nous allons rentrer avec des contacts avec des civilisations stellaires de type 2 ou civilisations galactiques de type 3, elles ne fonctionnent pas forcément avec le même type de spectre vibratoire que nous avons, nous. Alors ça, bien sûr, on ne nous le montre pas dans les films. Dans les films Star Wars, Stargate ou Star Trek, on ne fait pas ça. Mais là, je vous dis, c'est le témoignage. Donc, ça peut amener des cas de réaction du corps très particulières. Voilà. Donc, il y a eu des cas d'ufologie où la personne a été brûlée, où les personnes ont reçu une espèce d'irradiation. C'est un fait. Il y a plein de cas dans l'ufologie où il y a eu, où ça a marqué le sol, où il y a eu des plantes qui ont été modifiées. Il y a eu le cas, par exemple, d'atterrissage à Trans en Provence, où le vaisseau, qui est le cas le plus avéré par le GEPAN à l'époque, l'étude de phénomènes paranormaux qui était officielle, a reconnu ce cas en disant où les plantes ont été génétiquement modifiées, où le noyau des cellules des plantes ont été modifiés par l'atterrissage. Donc il y a un marquage biologique qui s'est fait, parce que ce sont des énergies qui modifient la biologie. Alors bien sûr, il faut trouver une forme de compatibilité entre les énergies qu'utilisent en réalité les civilisations stellaires ou certains types de civilisations stellaires et les énergies dont nous avons l'habitude. Alors ça, on ne tient pas forcément compte. C'est une nouvelle biologie, c'est une approche de la biologie vibratoire, une biologie quantique qui fait que si on voulait rentrer en contact avec d'autres êtres, il va falloir faire des modifications au niveau de nos vibrations ou apprendre à se protéger ou apprendre à créer des vibrations mixtes, si vous voulez. Vous voyez, c'est une forme de technologie de science. Je vous montrer que le 4e secret de Fatima cache une ouverture gigantesque. Ça n'est pas simplement l'apparition de la Vierge Marie, ça va dans l'apprentissage de contact interdimensionnel avec des civilisations qui sont déjà établies sur la Terre. Alors bien sûr, ça apporte autre chose en disant, oui, mais si ce n'est pas un ovni qui est venu, donc il y avait déjà une base, ça veut dire qu'ils sont déjà là. Et on en parlera, oui, tout à fait. Et ils sont là depuis très longtemps. Souvent, les gens disent, les extraterrestres vont venir. Et moi, mes recherches, les recherches de mon équipe ou d'autres ufologues sur la planète entière m'ont montré qu'ils sont là depuis très longtemps. Et qu'en réalité, voilà. Donc, ça va être une grosse découverte pour nous. Peut-être que certains viennent nous visiter depuis l'espace, c'est fait, mais il y a beaucoup où il y a des bases sur Terre, où il y a déjà des bases, mais dans des dimensions distordues, dans une distorsion spatio-temporelle qui est plus ou moins importante en fonction du type de civilisation qui a établi la base. Alors ici, je vais appeler une base intermédiaire d'Orion, reliée au bras galactique d'Orion, on en parlera, mais vous pouvez donner un nom si vous voulez. Voilà. Donc, c'était le premier contact. Donc, à un moment donné, ils ont réussi à régler l'énergie du vaisseau et la sensation de malaise physique, vibratoire, d'avoir des choses insupportables à vivre, a diminué. C'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer le contact. Alors, vu l'heure qu'il est, le contact, je vous en parlerai donc dans la prochaine Vibra-conférence, mais je voulais aujourd'hui établir un petit peu les bases physiques, parce que je n'avais jamais pris le temps de bien expliquer. Le contact n'est pas fini, il vient à peine de commencer. Alors, je vais déjà aussi commencer à digérer ces informations. Peut-être acheter un des livres dont je vous présentais pour pouvoir le poursuivre, pour bien saisir ce que je vous parle. Et ensuite, on va continuer dans d'autres Vibra-conférences qui vont suivre tout au long des mois. On va faire ça petit à petit, morceau par morceau. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas manger un éléphant d'un coup. Il faut le manger morceau par morceau pour arriver à digérer. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez que l'amitié humano-stellaire avec des êtres bienveillants, et là, je vous parle d'êtres bienveillants, bien sûr. Je sais maintenant qui c'était dans cette base. À l'époque, je ne savais pas.
mais ce sont des êtres bienveillants qui veulent nous aider. Mais même là, l'amitié humano-stellaire, eh ben, elle passe aussi par une communication et aussi une adaptation. Ça, c'est un phénomène qui n'a pas beaucoup été parlé actuellement. La communication, les problèmes de communication, de concept, on en a parlé tout à l'heure, et aussi le problème de compatibilité de spectre énergétique. Civilisation ne fonctionne pas pareil que nous, n'a pas le même spectre énergétique. On peut se poser la question, pourquoi? Ben, prenons un exemple simplement. Imaginons qu'une des civilisations provienne d'une étoile dont le Soleil est une étoile qui n'a pas le même spectre. Vous savez que dans le cosmos, il y a des étoiles bleues, il y a des étoiles jaunes, il y a des étoiles rouges, il y a des étoiles blanches. Il y a plein d'étoiles, de types d'étoiles. Et le type d'étoile varie en fonction de leur température et de leur grosseur. Et la fréquence qu'ils émettent est différente. Des étoiles qui émettent de l'infrarouge, et beaucoup d'infrarouge, d'autres de l'ultraviolet, d'autres des zones. Donc, les civilisations qui se développent sur les planètes qui orbitent autour d'une étoile dont le spectre d'émission est différent, trop différent d'une autre, vont être fondamentalement différents de nous, au niveau de la morphologie, mais aussi au niveau du fonctionnement vibratoire. Vous voyez, donc ça peut induire parfois des incompatibilités ou trouver un moyen, grâce à la science avancée, de pouvoir rendre les choses compatibles. Vous savez, dans le cadre, par exemple, de la Wi-Fi, dans le cas des gens qui sont électrosensibles, pour se protéger, certains ont créé des technologies qui rendent ces énergies compatibles, qui diminuent l'effet nocif, qui n'arrêtent pas les vibrations, hein, mais qui permettent de les rendre plus compatibles par les cellules. Mais c'est un peu cette idée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des technologies qui nous permettent de rendre plus compatibles certains modes de fonctionnement des civilisations stellaires qui viennent d'ailleurs. Ou qui pourraient venir aussi, pourquoi pas, des dimensions intérieures de la Terre. C'est encore une autre chose. Vous voyez, pour l'instant, on est loin. On est au XXIe siècle, mais on est encore très, très, très ignorant. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et ça commence à devenir urgent parce que ces contacts commencent à s'accélérer et ils convergent vers un grand événement qui va se dérouler bientôt. C'est un événement d'une importance colossale. Et c'est vraiment important de le comprendre. Ce n'est plus une option ou un loisir. Non, non, c'est fondamental pour nos civilisations de commencer à comprendre ça parce qu'il y a des événements qui vont venir et qui sont en train de venir, ils ne sont pas très loin, où on va être carrément confronté, comme je l'ai été et comme d'autres l'ont été aussi, directement à ces événements. Et si on ne sait pas le gérer, on va avoir des conséquences à ce niveau. Oui. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc je vais arrêter là. La prochaine fois, on continuera dans le contact et vous aurez d'autres révélations. On va explorer ce 4e secret de Fatima qui transcende bien sûr les 3 autres et qui nous amène une vision universelle de contact. C'est pour ça que le livre s'appelle La plus grande entreprise de communication entre l'humanité et l'extraterrestre, de communication à la fois symbolique, des informations, mais aussi énergétique et de compatibilité, et dans d'autres domaines, face à des événements qui sont en train de se profiler. Il y a un rétro-planning, il y a un planning dans tout cela. Et vous verrez que le 4e secret va très, très, très loin. Parfois, vous aurez du mal à le croire, à tel point qu'il va... Et je ne me suis même pas sûr qu'on ait pu le décrypter totalement encore. Donc, vous voyez, c'est ça, on rentre vraiment carrément dans une autre dimension. Et cela, je répète, demande un fonctionnement différent de notre cerveau, un fonctionnement différent de nos paradigmes, demande une révision complète de notre façon de penser si on veut arriver à comprendre quelque chose. Tu atteins une base interdimensionnelle. Ce que tu vois dans la voûte sont des cellules d'énergie.
médaille de Saint-Michel que nous avons achetée à Fatima, que nous allons amener le 29 septembre à Bois-Dieu pour activer l'horloge. Et de l'autre côté de la médaille, il y a donc la représentation de l'apparition de Fatima où nous sommes aujourd'hui, donc pour activer le vaisseau. Nous allons mettre les codes des 7 lettres de la Golithi qui effacent les mémoires toxiques à un endroit spécial. Et c'est ici que va se faire le nettoyage final donc, de ces 7 codes par un vaisseau qui se trouve donc en lévitation ici sur le lieu qui s'est activé hier et que ce matin nous allons fournir les codes à ce vaisseau pour qu'il puisse nettoyer l'anosphère, les 7 mémoires, les 7 blocs mémoriels avant le 29 septembre 2011. Bonjour, nous sommes un équipage de la base interdimensionnelle de Fatima. Et nous sommes ici en réponse à votre invitation de contact. Nous avons suivi votre visite depuis votre arrivée à Lisbonne il y a 48 de vos heures. Nous sommes responsables de la puissante manifestation énergétique
déployé dans votre véhicule lors de votre entrée dans le tunnel routier à la sortie de cette ville. Nous vous avons observé hier dans ce sanctuaire et face à votre comportement que je qualifierais de volontaire et positif, nous avons décidé de donner suite à votre invitation. Selon les critères de votre dimension culturelle, je me nomme Romy et ma coéquipière derrière moi, Eldaïra. Nous faisons partie d'un équipage provenant de Vega de la Lyre. Actuellement, nous apprenons à œuvrer ensemble au sein d'un même équipage qui inclut d'autres membres de cultures galactiques différentes. Un nouveau programme de collaboration multiculturelle en sorte. Nous sommes détachés pour vous aider dans des opérations de stratégie de contact et de communication avec vos civilisations humaines actuelles. Tout nouveau programme s'appellera, si bien sûr vous l'acceptez, l'initiative citoyenne pour un premier contact de masse planétaire. Il suffira de nous donner rendez-vous en précisant le lieu avec les coordonnées GPS et la tranche horaire en format horaire local. Et si nous sommes disponibles, je viendrai avec Aldaïra et le reste de l'équipage. Dans l'éventualité de notre indisponibilité temporaire, les bases interdimensionnelles d'Orionis installées sur votre territoire prendront le relais et ils enverront soit une sonde de communication, soit un nouvel équipage. Oui, nous serons présents dans la base d'Orionis à Fatima, comme vous la dénommez. Nous en serons très heureux. Quel est votre programme? Oui, cela est une bonne proposition. Nous y adhérons. Le 20 février, quand la fenêtre quantique le permettra. Oui, je le pense, car il est très enthousiaste à ce projet d'amitié collaboratrice intermonde. Cela vous revient de décider de la procédure à suivre. Oui, en effet, vous pouvez utiliser ce type de symbole transdimensionnel. Ce sont des entités transdimensionnelles qui sont comme des ambassadrices vibratoires et communicantes qui nous permettent à nous, ceux de Vega, de nous relier à vos fréquences émotionnelles et mentales. À partir de ce processus, la connexion psycho-holographique s'établit de façon plus intense et plus stable. Oui, en effet, lors de l'activation de l'ondine, symbole du 13 mai. Oui, bien sûr, nous utiliserons certaines de nos technologies transductrices actives pour amplifier vos optimisations génétiques et cela nous permettra de perfectionner nos banques de connaissances sur vos génomes.
Oui, cela est l'une de nos plus puissantes motivations et nous nous réjouissons de nos futures rencontres et échanges fructueux. Que la paix de Vega te soutienne. Que la paix de Vega soit sur toi. J'écoute. Tu as toute mon attention. Je sais. Nous sommes au courant de cette annonce et cela nous a fait vraiment, comment pourrait-on dire, plaisir est le mot qui convient le mieux. Oui, tout à fait. Romy et moi, et quelques-uns d'autres membres de la base orioniste de Fatima, sommes enthousiastes pour cet événement annoncé. Tu vas recevoir bientôt, si tu es d'accord, des informations de notre part pour une nouvelle méthode de protocole d'action pour œuvrer dans ce sens. Que la paix de Vega t'accompagne.
Je suis Aldaïra de Vega. Grâce à une technologie d'imprégnation éthérique de 4e densité. Je suis Romy de Vega. En effet, cela a été, comment dire, un bon entraînement pour cette nouvelle phase du programme. Je suis Romy de Vega. Elle est rendue possible par une micro-mutation dirigée de votre complexe génétique qui favorise la co-création et le développement d'un réseau très complexe de mycélium, genre de trou de verre, selon une trame cryptée qui nous permet de vous contacter plus facilement. Je suis Aldaïra de Vega. Pas tout à fait, car il est multifonction. Mais à ce stade du développement de votre génome, cela correspond à ta description. Je suis Romy de Vega. Oui, cela est une sorte de manifestation via le tissu multiversel et multidensité, une forme de co-création mutationnelle. Je suis Aldaïra de Vega. Cela a été rendu possible avant tout car tu as donné une totale permission par ton libre arbitre pour nous permettre des échanges d'informations en double sens. Je suis Aldaïra de Vega. Oui, en effet, cela a particulièrement correspondu. Je suis Romy de Vega. Les menhirs de Lambert, comme vous les dénommez, ont été transformés en portails interdensité et cela a favorisé la manifestation d'un vaisseau de structure organique de densité supérieure pendant quelques secondes de votre ligne temporelle d'évolution. Je suis Romy de Vega. Oui, elle a provoqué un front d'ondes scalaires qui a ouvert le portail interdensité. Cela a été d'autant plus aisé que la planète que vous nommez la Terre est en 4e densité transitoire et non stabilisée. Je suis Aldaïra de Vega. Après le scan de ta psyché, nous pouvons affirmer que cela se rapproche d'une sorte d'antivirus universel qui prépare un nouvel ensemencement ontogénétique de la nouvelle noosphère. Que Que l'amour de Vega t'accompagne. t'accompagne.
Salutations, je suis Aldaïra de Vega. Tu peux poser tes questions, je t'écoute. Je suis Aldaïra de Vega. Cette pandémie a différentes raisons d'être. La première est de montrer à ce monde humain que cette civilisation mondiale est fragile et précaire lorsqu'elle n'est pas soutenue par de vrais principes spirituels. La deuxième est que la période tant annoncée par toutes vos anciennes civilisations est en train de s'installer dans sa phase finale pour préparer la venue du grand événement final appelé la transition vers la densité supérieure de conscience. Je suis Aldaïra de Vega. Cette modalité dans cette phase transitoire est d'un type viral spécifique qui ne touche que les humains pour les sensibiliser, justement, à leur vraie nature humaine qu'ils ont tendance à laisser de côté dans leur vie quotidienne. Je suis Aldaïra de Vega. Oui, d'autres fluctuations du champ, appelées par vous morphogénétiques, engendrera d'autres types d'événements irréversibles, et cela jusqu'à ce que l'humain réalise ce qui est en train de venir et qu'il prenne sa décision consciente de la vivre en responsabilité totale de ses choix. Je suis Aldaïra de Vega. Je leur dirai simplement, et Romy et les autres résidents de Vega se joignent à moi, qu'il est vraiment temps de vivre votre spiritualité pleinement, de prendre et ensuite d'amener vos choix de vie pour cette période de fin de transition des âges. Je suis Aldaïra de Vega. Regardez de plus haut ce que vous êtes en train de faire advenir. Vous verrez alors la lumière briller à l'orée de l'horizon. C'est une aube qui se lève car la nuit vient de finir. Je suis Aldaïra de Vega. Que la lumière de Vega t'accompagne.